Messieurs, bonjour. Je suis heureuse de vous accueillir dans la salle de réunion virtuelle de GREX. GREX est le centre de commerce international de la CCI de Grenoble. Nous sommes aussi membres du réseau Enterprise Europe Network. Il s'agit d'un réseau qui a été mis en place par la Commission européenne pour aider les entreprises, et notamment les PME, à tirer le meilleur parti du marché intérieur. La problématique des marchés publics en Europe et la façon dont les PME peuvent y répondre fait partie des objectifs majeurs de la Commission européenne et c'est à ce titre que nous intervenons aujourd'hui. L'intérêt est de vous faire part des modifications qui sont attendues très prochainement dans la réglementation des marchés publics européens. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous préciser juste 2-3 modalités pratiques concernant l'organisation de ce webinaire. Il se tiendra donc de 13h30 à 14h, 14h15. Ça dépendra du nombre de questions que vous nous poserez. Les questions peuvent être posées par écrit dans un module spécifique qui se trouve à la droite de votre écran. Donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure que vous les ressentez, ces questions. Nous les traiterons par contre à la fin. Vous aurez accès au support par voie électronique. Nous l'adresserons aux participants à l'issue de la réunion. Et également, vous aurez à la fin de ce webinaire un questionnaire d'évaluation qui vous parviendra de façon automatique par voie électronique. Nous vous remercions par avance de bien vouloir le compléter, ça nous permet d'améliorer nos prochains webinaires. Et entrons maintenant directement dans le vif du sujet. Donc les directives de 2004, juste que j'arrive à changer de slide. Voilà. Je vais couper ma webcam simplement pour éviter de prendre trop de bandes passantes et vous laisser profiter du son du mieux possible. Donc le Code des marchés publics actuel, qui est dans sa dernière version, date de 2006, découle de directives européennes qui réglementent les marchés publics en Europe de 2004. De nouvelles directives ont été publiées en 2014. Et de ce fait, la réglementation française et la réglementation des différents États membres va devoir être mise en conformité avec ces directives au plus tard le 19 avril 2016. Une partie de ces directives a d'ores et déjà été transposée en droit français, mais le plus gros reste à venir puisqu'un projet de décret est en cours d'élaboration, a été élaboré plutôt et va être prochainement publié au journal officiel de la République française. On va donc parler plus précisément de ces directives de 2014. Elles sont au nombre de 3. La directive 2014-24 va concerner les marchés publics des acheteurs publics dits classiques. Qu'est-ce que j'appelle l'acheteur public classique? Ce sont les établissements de l'État, les collectivités territoriales. Cela regroupe donc les mairies, les régions, les départements, mais aussi les hôpitaux, les universités, les lycées, les musées nationaux. Donc ce sont la plupart des acheteurs publics que vous avez en tête lorsqu'on parle d'achat public. Cette directive va donc remplacer la directive 2004-18. Une deuxième directive, c'est la directive 2014-25, qui, elle, concerne les opérateurs de réseau. Les opérateurs de réseau, ce sont des entités qui vont gérer des réseaux de distribution de l'eau, de l'énergie, des transports ou des services postaux. À titre d'exemple, la SNCF est un opérateur de réseau de transport. L'EDF est un opérateur de réseau d'énergie. La Poste est un opérateur de réseau de services postaux. Ces opérateurs sont considérés généralement comme des entités privées dans leur pays respectif. Néanmoins, pour la Commission européenne, elle continue à avoir une sorte de monopole de fait dans ces secteurs et il est donc utile de légiférer et de réglementer les marchés publics qu'elles vont passer. La réglementation des opérateurs de réseau en ce qui concerne les marchés publics est plus souple que celle des marchés publics classiques. Néanmoins, un certain nombre d'obligations s'imposent à eux. Donc cette directive 2014-25 remplace la directive 2004-17 qui prévaut jusqu'au 18 avril 2016. Enfin, il y a une troisième directive qui a été publiée en même temps, c'est une directive sur les contrats de concession, la 2014-23. Cette directive a déjà fait l'objet d'une transposition en droit français, puisque une ordonnance a été publiée le 29 janvier.
Cette ordonnance remet dans un même corps de texte les obligations européennes, mais également les obligations françaises, nationales, qui concernent à la fois les concessions de travaux et les délégations de services publics. Si vous voulez avoir accès au texte de cette ordonnance, il vous est possible d'aller directement sur le site de Grex, dans la rubrique réglementation, marché public, et vous y trouverez le texte complet de l'ordonnance. Aujourd'hui, le but, c'est de surtout faire un focus sur la directive marché public classique. On ne parlera pas des contrats de concession et je parlerai à la marge de la directive sur les opérateurs de réseau. Sachant que la plupart des dispositions de la directive marché public classique sont plus ou moins les mêmes pour les opérateurs de réseau, mais en version allégée, puisqu'ils disposent d'obligations qui sont moindres par rapport aux acheteurs publics classiques. Tout d'abord, les directives européennes s'appliquent au marché d'un montant supérieur à certains seuils qui sont fixés dans les directives. Les seuils varient selon le type d'acheteur et selon le type de marché qui est passé. Ainsi, pour les acheteurs dits classiques, on fait la distinction entre les marchés passés par les services de l'État et les établissements publics de l'État et les services passés par les collectivités qui sont aussi appelés pouvoirs adjudicateurs sous-centraux. Il s'agit d'une terminologie qui a été mise en avant avec les nouvelles directives et vous verrez qu'elle a son impact ensuite dans certaines dispositions. Donc les fournitures et services passés par l'État qui dépassent un montant de 135 000 euros font l'objet, on voit la directive marché public s'appliquer à eux. Les marchés de fournitures et services des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux sont concernés par les directives marché public à partir de 209 000 euros. Et pour les travaux, quel que soit le type d'acheteur, au-dessus de 5 225 000 euros, les directives vont s'appliquer. Il y a des allègements qui sont prévus pour les services sociaux et certains services spécifiques qui sont listés dans une annexe spécifique de la directive. Ils ne sont concernés par les directives marché public qu'au-delà de 750 000 euros. Ça, c'est pour la directive 2014-24. Pour la directive 2014-25, qui, je le répète, concerne les opérateurs de réseau, ces seuils sont plus importants, toujours dans le même but d'alléger les procédures les concernant. Donc on passe pour les fournitures et services à un seuil de 418 000 euros et pour les services sociaux et autres services spécifiques à un seuil d'1 million d'euros. Ce qui veut dire, donc en résumé, qu'au-dessus de ces seuils, les textes des directives européennes vont s'appliquer à tous les acheteurs publics. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dessous de ces seuils, ce sont les réglementations nationales qui vont s'appliquer. Le Code des marchés publics français intègre les dispositions de la directive, mais également les dispositions nationales qui vont concerner les marchés inférieurs à ces seuils. Un petit rappel concernant le calcul des seuils. Les montants que je vous ai indiqués peuvent vous sembler importants. Si vous êtes une PME, vous pourriez penser que vous n'êtes pas concerné, mais ce n'est pas forcément le cas. Il faut savoir qu'un acheteur public a le devoir, lorsqu'il fait des achats récurrents de fournitures et de services, de compiler sur une année tous les achats similaires qu'il va faire, et si le total est supérieur à 135 000 euros ou 209 000 euros, il va devoir faire l'objet d'une publication européenne. C'est important parce qu'on ne peut pas, l'idée c'est de ne pas saucissonner les marchés, c'est de ne pas faire 10 marchés de 10 000 euros pour échapper ou de 20 000 euros pour échapper à la directive. Dès lors que vous dépassez le seuil de 135 000 ou 209 000 euros, il faut faire une publicité européenne. De même, dans le cadre des travaux, lorsqu'on construit un bâtiment, on ne saucissonne pas les marchés en disant on a du terrassement, on a des marchés de maçonnerie, d'échafaudage, de constructions diverses et variées, et puis l'équipement du bâtiment proprement dit. Tout doit être ajouté, et dès lors qu'on dépasse les 5 225 000 euros, on doit avoir une publicité européenne. Là encore, c'est pour éviter que les acheteurs essayent d'échapper à leurs obligations en saucissonnant des marchés.
Et puis enfin, un autre critère qui est intéressant, c'est que lorsque des marchés sont passés pour une durée de 3 à 4 ans, par exemple, c'est le montant total du marché sur les 3 ou 4 années qui est pris en compte pour déterminer le seuil d'application des textes. Donc ça ne change pas par rapport aux dispositions précédentes. Je vais orienter ma présentation sur 4 axes principaux. Les directives ont été publiées dans un objectif de simplification. On va voir ce qu'elles apportent comme simplification, que ce soit pour les acheteurs publics ou pour les entreprises. Elles ont pour objectif de faciliter l'accès des marchés publics aux PME notamment. On s'oriente vers du 100% dématérialisation. On va voir ce qui est prévu dans ce sens. Et enfin, elles favorisent l'innovation avec un certain nombre de dispositions que je vais vous expliquer. Tout d'abord, la simplification. Pour les entreprises, il y a une baisse des charges administratives dans la mesure où de simples déclarations au moment de la candidature seront suffisantes. Seule l'entreprise qui sera tributaire du marché devra fournir des justificatifs ou fournir le lien vers les bases de données nationales existantes. Qu'est-ce que ce lien? Il faut savoir que dans certains États membres, il existe des bases de données où les entreprises se font référencer annuellement. Elles fournissent un certain nombre de justificatifs et ensuite, lorsqu'elles candidatent pour des marchés dans leur pays, elles donnent simplement leur référence en tant qu'entreprise référencée, ce qui permet aux acheteurs publics de s'assurer qu'elles remplissent bien les critères d'éligibilité pour répondre au marché. Ce n'est pas encore le cas en France, je ne pense pas que ce soit prévu, ou en tout cas dans l'immédiat, mais il faut savoir que si un acheteur public étranger vous demande la référence au niveau de la base de données nationale, c'est à cela qu'il se réfère. Le Code des marchés publics français, dans sa version actuelle, comprend déjà cette facilité-là, c'est-à-dire qu'en France, on ne demande de fournir les justificatifs qu'à l'attributaire du marché. Mais ce n'est pas le cas dans les autres États membres. Donc cette simplification de cette baisse des charges administratives va être effective dans tous les États membres de l'Union européenne à partir d'avril 2016. Ensuite, toujours pour vérifier la réponse aux appels d'offres, notamment transfrontaliers, il y a un document unique de marché européen qui a été établi, qu'on appelle le DUM en français, qui s'appelle ESPD en anglais, European Single Procurement Document. Ce document unique sera exigé pour la réponse aux appels d'offres qui seront supérieurs au seuil des directives européennes. C'est une simplification dans la mesure où les entreprises, quel que soit le pays dans lequel elles répondront, auront toujours le même type de formulaire, elles auront les mêmes rubriques à compléter et à renseigner, mais il faudra probablement répondre dans la langue du pays concerné. La comparaison sera facilitée par le fait que les rubriques seront toutes au même endroit et positionnées de la même façon. Ce document unique de marché européen a fait couler beaucoup d'encre parce que dans sa version initiale, il faisait plus de 40 pages. Il a été ramené à 14 pages, ce qui reste quand même assez important. Et pour le moment, la version opérationnelle, on va dire qu'elle n'est pas dans toutes les... Le règlement a été publié, le règlement qui donne le texte du DUM, mais il n'est encore pas disponible réellement sur une base de données sous format électronique pour que les entreprises puissent le compléter de façon plus aisée. Donc ça fait partie des dispositions qui vont être intégrées dans le Code des marchés publics français. Lorsque je vous ai mis une petite croix rouge en regard des dispositions, cela signifie que ça n'a pas encore été transposé. Lorsque vous avez un petit V de validation, c'est que le Code des marchés publics français intègre déjà cette disposition. Ensuite, il y a également une baisse des exigences en termes de chiffre d'affaires. C'est quelque chose qui a déjà été intégré dès 2014 dans le Code des marchés publics français. Les acheteurs publics ne pourront pas exiger que les entreprises aient un chiffre d'affaires supérieur à plus de 2 fois le montant du marché. Ça, c'est pour mettre fin aux exigences qui étaient souvent outrancières en matière de réalisation de chiffre d'affaires pour les entreprises. Donc là, c'est clairement une action pour faciliter l'accès des PME au marché public.
Ensuite, l'allotissement va être généralisé. Les acheteurs publics qui ne pratiquent pas l'allotissement devront expliquer et trouver des raisons valables pour ne pas le pratiquer. Donc ça se pratique en France depuis déjà plusieurs années, mais ce n'était pas le cas au niveau européen. Je précise que l'allotissement ne sera pas obligatoire dans le cadre de la directive des opérateurs de réseau. C'est uniquement pour les opérateurs classiques. Enfin, une précision aussi que j'ai oublié de vous donner concernant le DUM, le document unique. Une entreprise qui aurait déjà complété un document unique dans le cadre d'un précédent marché et pour lequel les informations seraient toujours valables ne devrait pas avoir à le refournir. Il lui suffirait en principe de dire qu'elle l'a déjà fourni à l'acheteur public. Je dis bien tout ça au conditionnel parce que les modalités, la façon dont ça va se mettre en place de façon pratique auprès des acheteurs publics n'est pas vraiment encore définie. Il y a aussi des simplifications prévues pour les acheteurs publics cette fois, notamment une réduction notable des délais de procédure. Je vous ai mis sur le support deux exemples de réduction de délai. Dans le cas d'une procédure ouverte, par exemple, je parle de la directive 2014-24 qui concerne les acheteurs publics classiques. Donc, dans le cas d'une procédure ouverte, les candidatures et les offres sont remises en même temps à l'acheteur public. Jusqu'à présent, le délai ordinaire qui devait s'écouler entre le moment où l'avis était envoyé à la publication au journal officiel de l'Union européenne et le délai de réception maximum de délai de réception des offres était de 52 jours, avec possibilité de réduire ce délai à 22 jours lorsque l'acheteur public avait publié un avis de préinformation au préalable. Le délai passe maintenant à 35 jours, et voire 30 jours si l'acheteur public donne l'opportunité de répondre par voie électronique. Donc on voit qu'on passe de 52 jours à 30 jours, et dans le cas d'un avis de préinformation, on passe de 22 jours à 15 jours. Donc les délais sont extrêmement raccourcis. C'est évidemment une facilité pour les acheteurs qui se plaignaient de délais beaucoup trop longs entre le moment où ils avaient un besoin et le moment où ils pouvaient enfin acheter un produit ou un service. Il s'écoulait des délais qui étaient relativement longs, de plusieurs mois. Donc ça va en faveur des acheteurs. Par contre, les entreprises devront être beaucoup plus vigilantes en matière de veille sur les appels d'offres qu'elles reçoivent, sur les délais de réponse qui leur sont donnés, parce qu'il faudra réagir assez vite lorsqu'elles veulent se positionner. Dans le cadre d'une procédure restreinte, là, la candidature et l'offre se fait en deux fois. Donc vous avez pour les candidatures précédemment un délai de 37 jours qui était requis en délai ordinaire entre le moment où l'avis est envoyé à la publicité et le moment où vous pouviez soumettre votre candidature. Dès lors, ce sera 30 jours, voire 25 jours si la soumission est possible par voie électronique. En délai, et pour les offres, le délai va passer de 40 jours à 30, voire 25 jours. Et en cas d'avis de préinformation, pour les offres, vous voyez qu'on passe de 22 jours à 10 jours. Donc là encore, un raccourcissement des délais qui est assez important. Je n'ai pris que ces deux exemples, cela vaut pour d'autres types de procédures. Les acheteurs se verront aussi plus d'opportunités de mettre de la négociation dans leur procédure. Il existe une nouvelle procédure concurrentielle avec négociation. Donc, un ou plusieurs opérateurs économiques seront autorisés à participer aux négociations, qu'il s'agisse de la négociation en offre initiale ou les offres ultérieures. Bien sûr, seule l'offre finale ne fera pas l'objet d'une négociation. Donc cette procédure concurrentielle avec négociation va venir compléter le dispositif comme le dialogue compétitif, qui lui aussi est un dispositif, une procédure qui existait dans les directives de 2004, qui n'était pas trop utilisée jusqu'à présent, mais qui permet également le dialogue avec les entreprises.
Les procédures seront allégées pour certains types de services. Je l'ai mentionné au niveau des seuils, les services sociaux, les services d'hôtellerie et de restauration, certains services juridiques, les services d'enquête et de sécurité, tous les services qui sont cités en annexe 14 de la directive 2014-24 verront des procédures allégées, notamment en matière de publicité. Ainsi, un simple avis de préinformation pourrait suffire pour la mise en concurrence. Et ensuite, les achats conjoints transfrontaliers sont rendus possibles. Dorénavant, deux acheteurs situés dans deux États membres peuvent se regrouper pour passer ensemble un appel d'offres. Il leur faudra décider de la réglementation applicable. Dans le cas d'un achat transfrontalier franco-italien, par exemple, il faudra décider d'appliquer soit le Code des marchés publics français, soit le Code des marchés publics italien. Donc toutes ces dispositions ne sont pas encore intégrées dans le Code des marchés publics. Elles le seront dans le décret qui verra bientôt prochainement le jour, puisqu'on l'attend dans les prochaines semaines. En matière de dématérialisation maintenant, que prévoient les directives? Elles prévoient une dématérialisation à 100% à un horizon qui est maintenant très proche, puisqu'il s'agit de septembre 2018. Dès mars 2017, les centrales d'achat se verront obligées de n'accepter que les soumissions électroniques des offres. Donc ça, c'est un premier point, mais les centrales d'achat, ça reste qu'une petite portion des acheteurs publics, même s'ils achètent des quantités, ils ont des marchés assez conséquents. Mais dès septembre 2018, c'est l'ensemble des acheteurs qui devra qui devra prendre les soumissions électroniques des offres par voie électronique. Donc, il n'y aura plus de transmission des offres par voie par papier. Donc, d'ores et déjà, les entreprises qui répondent encore sous format papier et qui voudraient s'intéresser à la soumission par voie électronique sont vivement encouragées à le faire parce qu'elles n'auront, d'ici peu, elles n'auront plus le choix. Et d'ores et déjà, c'est prévu dans le Code des marchés publics français, un acheteur peut imposer la soumission électronique des offres. Donc ce serait dommage de se laisser acculer dans les délais et de ne pas prendre en se fournissant déjà en signature électronique, en certificat électronique et en voyant comment se passent ces procédures, en essayant de comprendre leur fonctionnement. En matière de signature électronique, les États membres sont libres d'exiger une signature électronique ou pas. Donc la France exige un certain type de certificat électronique. Une reconnaissance mutuelle des signatures électroniques est prévue par les textes européens. Lorsque une signature électronique est inscrite dans un référentiel de confiance national, un acheteur public est censé l'accepter et ne pas refuser les offres qui lui parviendraient par ce biais. Néanmoins, il faut être encore très vigilant dans ce domaine puisque les acheteurs ne sont pas forcément au fait de cette réglementation, que leurs plateformes pour soumission des offres électroniques ne sont pas forcément configurées de façon à accepter tout type de certificat électronique. Donc là encore, soyez vigilants. Si vous répondez dans un autre État membre, vérifiez que votre signature sera acceptée sans problème dans cet État membre. Au titre des outils aussi électroniques de modernisation de la commande publique, vient s'ajouter le catalogue électronique. L'offre des entreprises pourra parvenir aux acheteurs publics soit sous forme de catalogue électronique, soit avec une partie qui comprend un catalogue électronique. Ces catalogues électroniques devront répondre à des spécifications techniques et à des formats qui seront prévus par l'acheteur et qui seront définis dans les cahiers des charges. Donc le catalogue électronique vient s'ajouter aussi aux enchères électroniques qui existaient dans la directive de 2004, qui est assez peu utilisée, il faut le dire, mais ça peut être des procédures, des techniques d'achat qui risquent de s'élargir dans le futur. Et enfin, il y a une simplification du processus pour le système d'acquisition dynamique, qui est un processus d'acquisition entièrement électronique utilisé pour les achats d'usage fréquent, et qui permet aux entreprises de se faire référencer tout au long du processus pour des futurs appels d'offres à venir. Enfin, la Commission européenne a déjà mis en place une base de données qui s'appelle e-Certis,
La nouveauté, c'est que cette base de données s'impose aux États membres qui vont devoir la tenir à jour, l'actualiser pour la renseigner en indiquant les certificats et les pièces justificatives qu'elle requiert pour la réponse aux appels d'offres dans les pays. L'intérêt de e-Certis, c'est de pouvoir dire pour un pays donné quels sont les équivalents qui peuvent vous être demandés. Ainsi, lorsqu'on demande un OTI 2 ou un DC1 en France, quel est l'équivalent dans un autre État membre? Cette passerelle avec e-Certis vous permet de savoir quels sont les documents qu'on peut éventuellement requérir de votre part. Donc ça va être une base de données qui va être consultée à la fois par les entreprises qui souhaitent répondre à des appels d'offres dans d'autres États membres et par les acheteurs publics qui vont recevoir des offres de candidats établis dans d'autres États membres, puisqu'ils pourront aussi comparer et accepter des certificats qui leur sont remis et qui ne correspondent pas au format national. En matière d'innovation, là aussi, il y a des avancées au niveau des directives de 2014. Je commence par parler du sourçage. En fait, ça, c'est pas vraiment la directive de 2014 qui nous le dit, mais dans le projet de décret dont j'ai vu la version en novembre, je n'ai pas vu la dernière version qui doit être en cours de travail, dès son article 3, il est confirmé que les acheteurs publics ont le droit de discuter avec les entreprises en amont d'une consultation. Et ça, c'est un point qui est très important pour les entreprises. Jusqu'à présent, certains acheteurs se privaient de la possibilité de discuter en amont avec des entreprises parce qu'ils avaient peur d'être borderline. Il est précisé dans le Code des marchés publics, en tout cas il sera précisé, sauf modification de cet article 3 à venir, que le sourçage sera possible à condition toutefois de toujours conserver l'égalité de traitement des candidats et de ne pas favoriser un candidat par rapport à un autre. Et ça c'est important en matière d'innovation pour les entreprises qui ont des nouveaux produits, des nouveaux services et qui souhaitent les faire connaître des acheteurs publics. Tant qu'ils ne les auront pas fait connaître, il sera difficile d'avoir des marchés qui les concernent. Donc cet aspect, cette clarification du code en matière de sourçage était importante. La directive de 2014 introduit aussi le partenariat d'innovation. Le partenariat d'innovation se déroule en 3 phases. Il y a un appel à candidature qui se fait, sélection de plusieurs entreprises qui vont réaliser une étude de faisabilité. Ces études de faisabilité seront rémunérées. Ensuite, dans une deuxième étape, il y a une commande d'une série test. Il faudra retenir au moins 2 entreprises pour faire cette série test. Et en troisième point, lorsque l'acheteur public voudra acheter à grande échelle le produit qui aura été précédemment testé, là, par contre, il devra procéder à une nouvelle mise en concurrence. L'avancée du partenariat d'innovation, c'est de permettre à des entreprises innovantes de pouvoir proposer des solutions à un acheteur public, d'en déterminer, au moins d'en faire le prototype avec elle, et de ne pas être évincé au niveau du prototype, d'aller aussi loin que possible des démarches d'innovation, main dans la main avec l'acheteur public. Donc ça, c'est une disposition qui a déjà été introduite dans le Code des marchés publics. Autre notion importante dans les directives, c'est au niveau des critères de sélection des offres. Dorénavant, on pourra tenir compte du coût du cycle de vie d'un produit. Jusqu'à présent, cette mention, ce critère de sélection des offres n'apparaissait pas. Le coût de cycle de vie d'un produit va englober, par exemple, les frais de maintenance d'un équipement, les frais de la consommation en énergie, les consommables qui sont utilisés. Et plutôt que de ne se servir que du prix comme critère de prix, on va regarder sur du long terme, sur 3 ans par exemple, ce que va coûter l'utilisation de ce produit. Ça permet de remettre en avant l'innovation lorsqu'elle permet de faire des économies à différents échelons, que ce soit au niveau de l'économie d'énergie, au niveau des économies en maintenance ou autres. Les aspects sociaux et environnementaux sont confirmés comme critères de sélection des offres et il est confirmé que les entreprises, que les acheteurs publics pourront exiger un label ou un écolabel dans leur marché. Voilà, il s'agissait d'une présentation succincte des principales modifications des directives européennes et de ce qu'il en est attendu prochainement.
Pour rappel, ces appels d'offres dont on a parlé, qui font l'objet d'une publicité européenne, se retrouvent sur une base de données qui est la base TED. Tous les marchés des 28 États membres qui sont supérieurs au seuil européen font l'objet d'une publicité donc européenne sur cette base de données. En dessous des seuils de marché public, les marchés sont publiés soit sur des bases nationales, soit sur des sites internet des acheteurs, ce qu'on appelle aussi les profils acheteurs en jargon de directive. Et il est souvent difficile de se retrouver dans ces méandres. N'hésitez pas à nous contacter à Grex, nous avons une liste de bases de données nationales qui peuvent vous intéresser. Et nous proposons également un service de veille personnalisé pour les avis de marché qui sont publiés à l'international et y compris dans l'Union européenne. Donc cela englobe les marchés publics du journal officiel de l'Union européenne, mais aussi des marchés publics qui sont publiés à l'échelon national en dessous des seuils. Donc c'est le cas notamment pour la Belgique, pour la Suisse, pour des pays du Maghreb, et puis les marchés qui sont passés par les grands bailleurs de fonds que sont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, etc. Nous avons aussi à disposition des entreprises un outil de prospection assez puissant, Cible MP, qui permet d'établir des fichiers sur mesure d'acheteurs publics ou d'entreprises qui ont remporté des marchés dans un domaine bien précis, quel que soit le pays de l'Union européenne. Ce qui permet de se rapprocher soit de clients potentiels en les approchant avec une démarche commerciale active, soit de distributeurs ou de partenaires potentiels dans l'Union européenne. Le lien que vous aurez sur le slide vous permettra d'accéder directement au descriptif de ce produit sur la page du site Grex. Kim Dupont et moi-même travaillons toutes les deux sur ces questions de marché public et surtout sur les marchés publics transfrontaliers et à l'international. N'hésitez pas à nous questionner sur ces différentes, soit sur la réglementation, soit sur les modalités d'accès aux bases de données que je vous ai indiquées.